Comme vous le savez peut-être, si vous suivez un peu cette chaîne positive, j'ai présenté il y a quelque temps des propositions d'amélioration de la langue française. Alors, je pensais en rester là d'ailleurs, mais il se trouve que j'ai eu pas mal d'idées d'amélioration entre-temps. Cependant, je ne vais pas en faire ici une présentation exhaustive, je l'ai fait sous forme écrite, d'un cours même que vous pouvez trouver sur le site internet dédié parlefra.free.fr, avec des exercices et tout, cours intitulé « Apprenez une nouvelle langue en moins de 3 heures ». Alors oui, nouvelle langue, parce que bon, c'est vrai que ça a pas mal évolué, mais aussi parce que ce qui m'intéresse, c'est surtout une nouvelle langue, quoi, plus efficace, rationnelle. Et vous verrez d'ailleurs qu'elle va plus loin que beaucoup de langues construites, de ce point de vue. Bon, 3 heures, bon, c'est en faisant bien tous les exercices, je pense. Non, par contre, je vous conseille de ne pas faire ça d'une traite. Hein. D'ailleurs, ça s'étale en 11 chapitres, vous verrez. Je n'évoquerai donc ici que quelques considérations générales et remarquables concernant cette nouvelle version, avec quelques exemples, bien sûr, pour illustrer. Il y a toutefois une partie que je présenterai complètement parce que c'est assez rapide et que cela constitue un projet indépendant. Il s'agit de l'orthographe, parce que bon, oui, ça aussi, ça a évolué. Et pour commencer, deux qualités remarquables, tu feras en 2.0, vous l'appelez ainsi, une dernière version. En plus du fait qu'il est encore plus simple et logique, c'est tout d'abord sa concision, qui fait qu'il porte encore mieux son nom, le FRA, hein, français, FRA. Et en effet, le nombre de lettres est réduit de 50% en moyenne. Et aussi le nombre de syllabes, ce qui fait que ça va plus vite à l'écrit et à l'oral. Et vous comprendrez mieux d'ailleurs tout à l'heure le pourquoi de la chose, mais là tout de suite, juste vous s'affiche un exemple, la phrase « J'éprouve de la bienveillance pour tous les êtres sensibles ». En FRA, ça donne, attention, « J'bienouam ». Alors, la deuxième particularité et nouveauté du FRA, c'est une langue pacifique. Alors, cela nécessite évidemment quelques explications. Il faut bien comprendre que les langues que l'on parle influencent notre psychisme. Cela a été démontré scientifiquement. Maintenant, je vous mets en lien une petite vidéo là, enfin, en description, où une chercheuse explique que la différence entre l'anglais et l'espagnol concernant la narration d'un accident fait que les Anglais, qui doivent en fait mettre un sujet dans la phrase, ont un comportement plus punitif. Donc ça a bien des conséquences concrètes, vous voyez, ça peut être des années de prison en plus, quoi. Il est donc judicieux, lorsque l'on conçoit une langue, de tenir compte de son influence sur le psychisme. Or, un phénomène source de bien des problèmes humains est l'ego. Alors, lorsque je parle d'ego, je ne parle pas de l'esprit et du corps, hein. On reste les pieds sur terre ici, rassurez-vous, hein. Mais de l'ego illusoire, de ce phénomène psychique qui fait que par amalgame, en fait, on considère comme faisant partie de soi des choses qui n'en font pas réellement partie. Hein, comme, je sais pas moi, mon pays, ma langue, ma religion, mon épouse, mes chaussures. Enfin, d'où un attachement excessif à ces choses et les conflits qui, bien souvent, malheureusement, en découlent. Je vais donc vous montrer tout à l'heure comment donc cette nouvelle langue réduit l'ego et pourrait donc évidemment ainsi contribuer à un monde meilleur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord répondre à ce reproche que l'on pourrait faire à quelqu'un comme moi qui propose une nouvelle langue. À savoir, vous savez, ça, mais une langue, ça doit évoluer naturellement, c'est vivant, et puis t'es qui, toi? Enfin bon, voilà. Alors, tout d'abord, soyons clairs, je ne prétends pas créer une nouvelle langue, et moi tout seul. Hein. Si je fais des propositions, c'est juste pour montrer que c'est facile, pour faire un peu avancer le schmilblick, quoi. Ce que je prône fondamentalement, c'est une nouvelle philosophie linguistique. Une langue plus évolutive, j'ai envie de dire réellement vivante, quoi. Car enfin, si aujourd'hui vous dites « Tu as vu la étoile ?» on va vous reprocher votre français incorrect. Or, cette façon de parler est la meilleure, puisque c'est celle qui présente le moins d'ambiguïté. Pareil avec la graphie que vous pouvez voir à l'écran, enfin au texte que vous pouvez voir s'afficher, on ne sait pas s'il y en a plus ou plus. Et vous comprendrez aisément que ça peut être vraiment une source de problème quand même, ça. Ne pas accepter de tels changements consiste non seulement à figer la langue, mais également à la maintenir moins commode, moins pratique. Ce que voudraient ces gens, c'est que la langue n'évolue pas de façon volontariste. Et le résultat de ça, c'est que la langue, alors elle évolue, mais alors beaucoup moins vite que ce qu'elle pourrait faire, mais pire, elle évolue en se détériorant. Et si vous n'êtes pas convaincu de ça, prenez l'exemple de pratiquement n'importe quel homophone. Et vous verrez qu'avant,
il y a un certain temps, l'homophonie n'existait pas. La langue était donc moins ambiguë. Alors, l'exemple bateau que j'ai déjà pris, par exemple l'homophone vers, avant on disait un verse de poésie, on disait un verbe de terre, on disait la couleur verte, voire verde si on remonte encore plus loin. Alors, d'où viennent ces homophonies? Pourquoi sont-elles apparues comme ça, spontanément? C'est tout simplement un phénomène de paresse élocutoire, parce qu'on n'a pas réfléchi aux conséquences, vu que bon, c'est quand même pas... Vous voyez, il n'y a pas mort d'homme sur le coup, on n'y fait pas gaffe, et on a ainsi des problèmes, quoi, quand même, une langue moins bonne. Il n'y a pas que ça, je me suis aperçu qu'il pouvait y avoir aussi des homophonies qui découlaient de simples associations d'idées, de métaphores. Prenez par exemple l'homophonie entre le mot conte, l'histoire, et le compte, faire ses comptes, quoi, la comptabilité. Elle vient de ce que les conteurs d'histoire parlaient d'une façon un peu saccadée, un peu comme quelqu'un qui compte ses moutons. De sorte que le verbe compter a pris les deux sens, en perdant ainsi bien sûr en précision. Et ce n'est que plus tard d'ailleurs qu'on a modifié l'orthographe, après avoir oublié l'origine de l'homophonie. Intervention sur l'orthographe qui est d'ailleurs volontariste, soit dit en passant là. Pareil d'ailleurs pour ces deux fruits, pourtant très différents d'un point de vue botanique, que sont la roncette et la morule, auxquels on a donné le même nom à cause d'une vague ressemblance entre eux. Nom qui de surcroît peut être attribué à tous les fruits à un certain stade de leur maturation, puisqu'en l'occurrence c'est mûr. Bon, en fera évidemment on dira même pas mûr, on dira mature, pour ne pas confondre avec un mûr, évidemment. Et donc ces deux fruits, je l'ai déjà dit, ce sont la morule et la roncette. Et donc, pour en revenir à nos moutons, la question est donc, veut-on une langue meilleure? Parce que conçue comme telle, il n'y a pas de mystère, quoi. Faut arrêter de croire au miracle, Ou bien souhaite-t-on la laisser comme ça, à la dérive, jusqu'à ne plus se comprendre? Bon, j'exagère un peu, mais disons, jusqu'à avoir une langue donc moins commode, et où on fait plein de fautes, ou qui est inutilement longue à acquérir du fait de sa complexité, suivez mon regard. En d'autres termes, souhaite-t-on perdre son temps? C'est un choix. Le problème étant que la plupart des gens ne choisissent pas rationnellement, mais sont sous l'emprise d'une espèce de dogme religieux, en vertu duquel l'évolution spontanée irréfléchie serait forcément la meilleure. Alors je vous laisse imaginer où nous en serions si nous aurions toujours procédé ainsi, je ne sais pas, dans le domaine de l'urbanisme, de la technique en général. Imaginez. Et il y a aussi la résistance au changement, des attachements affectifs, que du très rationnel. Bref. On pourrait toutefois penser que cette évolution un peu aléatoire là est du moins démocratique. Sauf que non, ça n'a rien à voir. La démocratie, ce sont des gens qui font des propositions, comme avec le RIC, puis tout le monde, de préférence après des débats, tout ça, vote. Est-ce que vous avez déjà voté pour des améliorations de la langue? Est-ce que vous pensez que si vous faites une proposition, là, même bien argumentée, elle a de bonnes chances d'être retenue? Sérieusement? La démocratie en ce domaine, c'est ce que moi, je propose. Et ce que je propose aussi, c'est une langue améliorable, bien sûr, c'est évident. C'est-à-dire que tout le monde pourrait faire des propositions, on débattrait, on voterait, et voilà. Et on mettrait en application donc la meilleure façon de parler, de façon rationnelle. Pour en revenir donc au FRA, voyons en quoi donc cette proposition de langue est particulièrement, donc, comme je l'ai dit, concise, logique et pacifique. Et pour commencer, comme promis, donc, l'orthographe. Alors vous pouvez bien sûr vous reporter au cours, là encore ça va très vite pour l'orthographe. Là je profitais de cette vidéo pour faire plutôt quelque chose que vous ne trouverez pas sur le cours, c'est-à-dire une présentation un peu historique par rapport en particulier à la dernière version. Alors la principale, je vais dire, la nouveauté la plus intéressante, c'est que cette fois-ci, enfin, à un phonème correspond toujours précisément une seule lettre, et je précise sans accent de l'alphabet latin évidemment. Pour comprendre comment on est parvenu à ça, parce qu'évidemment ce n'est pas gagné avec le français où il y a beaucoup de phonèmes, commençons depuis le début, depuis les dernières, ce qui s'est passé après les dernières vidéos, donc il y a environ un an. Lorsque j'ai présenté donc la version 1 donc du FRA sur un forum d'idéolinguistes, l'orthographe en fait, donc je vous mets le lien en description d'ailleurs, j'ai obtenu 3 remarques critiques. Alors tout d'abord, effectivement il y a le problème de la lettre C pour le son E, ça c'est vrai que c'est pas très habituel. Disons donc, ça, ce sera fini, rassurez-vous. Alors après, à propos d'ailleurs de ce phonème, là, il y a quelqu'un qui me fait remarquer qu'en lisant un texte qui s'affichait à l'écran, à un moment donné, je prononçais un E qui n'était pas dans le texte. Et en fait, ça c'est le problème, ce qu'on appelle le E caduc, qui des fois, se prononce, des fois, se prononce pas. Et le troisième problème qui est apparu, c'est celui du I, qui se transforme facilement, souvent en son IE.
Ce qui fait que dans la version 1, vous avez plein de Y qui apparaissaient, vous voyez, dans beaucoup de mots, ce qui était un peu lourdingue, quoi, c'est vrai. Aussi, ça posait un problème un peu de logique, hein. Je rappelle que pour l'imparfait, j'avais adopté la terminaison AI, par limite reproduction du français un peu, qui se prononçait donc AI. Mais vous voyez qu'on était tenté de la prononcer AI pour aller plus vite. Mais alors du coup, fallait-il écrire AY, quoi, vous voyez le bordel. Alors, j'avais vu ce problème déjà, hein, et j'avais entrevu la solution consistant à n'utiliser que la lettre I, considérant bah, que par convention, la règle de prononciation, que lorsque I est suivi d'une voyelle ou suit une voyelle ou un N à la fin d'un mot, il se prononce I. Et d'autant plus que c'est un petit peu ce que j'avais déjà fait finalement avec le son OU et le son WOU, pour lequel j'utilisais une seule lettre, à savoir la lettre donc W actuelle, hein, la lettre OU. Sauf que le problème, c'est que je m'étais perçu que ça marchait pas si bien que ça avec le I, parce que dans certains cas, dans des cas où le I se trouve à la fin d'un mot, suivant donc qu'il suit une voyelle ou un N, ben, des fois il reste I et des fois il devient IE. Hein, et on peut illustrer ça avec le mot français, enfin les deux mots français, une paye et un pays. Et si on fait comment là? C'est pour ça que je me suis dit, bah non, là, il y a vraiment besoin et que donc j'avais gardé cette solution-là. Et j'ai eu tort. La solution, adoptée donc en FRA 2.0, donc hein, dernière version, consiste effectivement à n'utiliser que la lettre I. Et dans les rares cas où le son I en fait subsiste à la fin d'un mot lorsqu'il suit donc une voyelle ou un N, eh bien à le faire suivre d'un tiret bas. C'est intuitif en même temps. Voilà. Et l'intérêt de ça, c'est qu'en surtout en plus, on gagne une lettre. Venons-en maintenant au problème du muet, qui est un peu similaire. L'idée sera là encore d'ailleurs de n'utiliser qu'une seule notation, et en l'occurrence la plus simple. Soit ici, de ne rien mettre. Et vous avez là la seconde innovation orthographique du FRA 2, donc, qui est de ne jamais transcrire le son A, et même de ne pas le prononcer lorsque ce n'est pas nécessaire. Ce qui, soit dit en passant, participe à l'objectif de concision. Alors notez que j'ai bien dit A et non pas E. A, E, A, E. Donc vous voyez qu'il y a aussi un changement phonétique, à savoir que l'on va devoir du coup distinguer entre ces deux sons, entre le son A et le son E. La différence étant que dans un cas, on ne lève pas les lèvres. Avantage, la langue est plus riche de phonèmes, donc gain en concision potentielle. Inconvénient, il faudra prendre garde, c'est vrai, à bien les prononcer différemment. Alors que j'avais proposé jusqu'ici qu'on les confonde. Alors, plus précisément, je propose que le son donc A soit effectivement prononcé comme ce qu'on appelle en phonétique le A ventral ou central ou schwa, donc A, qui est le son qui sort de la bouche lorsque celle-ci est au repos. Le son qui est produit lorsque l'on cherche ces mots, et lorsqu'on fait à ne pas confondre hein, avec le arrête hein, que font les enfants, qui lui est bien un E dur, et même fermé là. Reste à trouver une lettre pour le E dur, ou pointu, où on lève les lèvres donc. Et si c'est une voyelle, eh bien c'est mieux. Or, ça tombe bien, on vient d'en libérer une, en l'occurrence le Y. Donc c'est la prononciation, ça tombe bien, vous voyez, en gallois. En fait, on fait remarquer sur le forum des linguistes. Mais on peut remarquer également que sa prononciation originelle, hein, en grec ancien, c'était U. Alors c'est pas pareil, mais c'est voisin en fait, hein, E, U. Enfin, voilà. Alors, reste la question de savoir, lorsque dans la langue française, un E sera transcrit donc par un E, donc, ou par rien. Et le principe est simple. Lorsqu'il peut être éliminé le mot restant compréhensible, eh bien on ne met rien, comme dans cheval, une demande. Alors typiquement le E hein, transcrira tous les digrammes en EU, mais aussi quelques E isolés, comme par exemple dans une querelle, parce qu'une crêle, là ça ne marche pas. On dira donc bien une querelle. Alors reste maintenant hein, la question des voyelles nasales pour lesquelles je vais simplement remplacer le N ou M utilisé en français par un H, ce qui permettait une règle de prononciation simple, sans ambiguïté, et le H n'étant utilisé que pour cela. Mais comme on a gagné une lettre, hein, maintenant, eh bien, en fait, maintenant on peut représenter tous ces digrammes au moyen donc d'une seule lettre, je précise, sans accent. Alors évidemment, pas tout savoir non plus, hein, aucune de ces lettres, manque de bol, n'est une voyelle. Mais alors du coup, je me suis dit qu'au moins pour limiter un peu le choc, autant utiliser plutôt des lettres un peu bizarres et plutôt rares. Et donc, on va éviter la lettre C quand même, que je viens de libérer, puisque je rappelle que je l'avais utilisé pour le son A.
Et comme le X est une lettre plus bizarre, si vous voulez, que le C, eh bien je vais plutôt utiliser la lettre C pour le son ch, ce qui évidemment est très naturel. Hein. Et du coup, les trois lettres qu'il me restent pour les voyelles nasales sont donc le X, le H et le Q. Alors ensuite, pour le son ON, puisque comme vous le savez, il dérive du O, prenons une lettre dans laquelle il y a un petit rond, un petit cercle dedans, voyez. Et là, bah, c'est donc le Q, qui s'appellera la lettre ON désormais. Pour le son 1, il se trouve qu'il y a une lettre qui ressemble à un I et un N très rapprochés. Je vous laisse deviner laquelle. Hein. C'est bien sûr le H. Alors, pour le dernier, il n'y a plus trop le choix. Bon, en même temps, ça tombe pas trop mal parce que c'est vrai que le X écrit en cursive minuscule, ça se rapproche un peu d'un A. On a ajouté un peu des trucs, vous voyez. Donc, le X sera pour le phonème AN. Alors, je rappelle qu'il est toujours possible d'utiliser avec des accents, hein, avec un A et un O et un I et avec accent, pour que ce paraisse plus lisible pour des non-initiés. Mais je me suis rendu compte que à l'usage, on penche tellement facilement et vite vers la solution la plus simple et la plus rapide que autant, voilà. D'autant que je rappelle qu'en informatique, l'absence de diacritique est un avantage certain. Alors je terminerai en appelant l'alphabet, et là encore, vous pourrez remarquer son extraordinaire simplicité, puisque les consonnes se prononcent du coup comme elles s'écrivent. Il suffit de faire suivre le son donc de la consonne d'un cheval. Ce qui donne A, B, Ch, D, E, F, G, 1, I, J, K, L, M, N, O, P, on, R, S, T, U, V, U, en, E, Z. Mais on peut aller encore plus vite en prononçant d'une seule traite, sans les chevaux donc. Accrochez-vous. Abjdef, gaïch, klimnopon, stuvu, en veuse. Deux mots maintenant pour vous aider à mieux comprendre l'incroyable concision du fra. Alors, notez déjà que l'orthographe y participe, puisqu'il n'y a plus qu'une lettre sans accent par phonème, et que les A muets sont supprimés. Pour accroître encore la concision, une astuce a été de donner à un certain nombre de mots stratégiques, disons, une forme particulièrement courte. C'est le cas en particulier des mots outils, et ainsi, vous voyez, les articles indéfinis ne comprennent qu'une seule lettre, une voyelle, et tout à fait logiquement, on ajoute un L devant pour former l'article défini correspondant. Et puisqu'on vient du français, infra, eh bien l'article indéfini singulier se dit un, sa forme plurielle étant et. Vous verrez dans le cours qu'il y a aussi d'autres formes. Enfin bon. Mais mieux encore, l'article lui-même est souvent purement et simplement omis. Et c'est assez naturel en fait, car ça n'a pas vraiment de sens d'utiliser un article pour des noms abstraits, par exemple. Ainsi, on fera la phrase « le cuivre est un métal » se traduit « cuivre-métal ». Et il est possible aussi de ne pas rappeler l'indication de nombre lorsque ce n'est pas nécessaire. Et c'est plus souvent le cas qu'on ne le pense, car en français, on l'indique souvent parce qu'on est juste obligé. Prenons l'exemple de l'expression « les trois mousquetaires », ça donnera « trois mousquetaires ». Également, contrairement au français, il ne sera pas indispensable qu'il y ait un sujet dans la phrase. Ainsi, la phrase « il pleut » se dira « pleuve ». Mais mieux encore, je propose que l'on puisse omettre le sujet lorsque il existe, mais que sa nature n'est pas précisée. Et c'est typiquement le cas des constructions avec le pronom on dans les proverbes. Ainsi, la phrase on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre donne en phrase no attrape mouche qu'au vinaigre. À noter également que les pronoms personnels sont plus concis qu'en version 2. Je pense en particulier au mou, qui traduisait je, qui prenait un peu beaucoup de place, puisque justement il est question de réduire un peu l'ego. Donc là, ce sera simplement la lettre J. Donc je parle se dira je parle. Alors pour ce qui est maintenant donc du gain en logique, simplicité, eh bien on a encore progressé, comme je vous l'avais dit, et je vais vous illustrer ça par quelques exemples. Alors prenons le cas du genre, par exemple. Je vous rappelle qu'en fera 1, j'avais simplement d'abord éliminé les accords en genre, et le genre n'était plus confiné que dans le nom, puisque c'était là où logiquement il avait un sens, et uniquement d'ailleurs dans les noms représentant des êtres vivants, sexués, etc. Et la règle c'était de terminer par un A pour le féminin, par un O, d'ajouter un O donc pour le masculin. Et bien là, en fra 2, il n'y a plus de genre du tout. Alors vous allez me dire, là on fait comment pour indiquer si on a affaire à un mâle ou à une femelle? Eh ben on rajoute l'adjectif mâle-femelle. Alors là vous allez me dire, ah ouais mais alors c'est plus long. Ah oui mais non, mais qu'est-ce qu'on fait? On va faire en sorte que cet adjectif ne fasse qu'une syllabe. Comme ça ne sera pas plus long. Et en l'occurrence, je propose pour mâle il, et pour femelle, je vous laisse deviner, elle, effectivement. Ainsi, le mot femme pourra se traduire par humadelle. Enfin bon, vous verrez ça dans le cours. Autre exemple de simplification particulièrement radicale concernant les conjugaisons.
Alors vous vous souvenez peut-être qu'en FRA 1, j'avais quand même pas mal simplifié les choses, tous les verbes étaient devenus réguliers, il y avait, les terminaisons n'indiquaient plus que le temps ou le mode, et encore ça avait été même ça bien simplifié, il n'y avait plus de temps composé, tout ça. Eh bien alors, accrochez-vous bien, en FRA 2, il n'y a plus de conjugaison du tout. Alors vous allez me dire, ouais, on fait comment pour indiquer si c'est au passé, au futur, machin? Eh ben pareil, on dit au passé, on utilise un adverbe pour indiquer le passé, une syllabe, vous avez compris le mécanisme, ce sera haves, en l'occurrence, pour le futur, ops. Voilà. Et un avantage aussi qui concerne la concision, c'est que vous n'avez plus besoin de répéter cette information à chaque fois que vous énoncez un verbe. Prenez l'exemple d'un conte ou d'un roman où on écrit au début du conte « Il était une fois dans des temps très très anciens, blablabla ». Et après, pas besoin d'aligner des AIEND. On le sait que tout le reste se déroule au passé. Donc, il y a en concision. Voilà, et c'est pareil pour les modes, vous verrez tout ça dans le cours. D'ailleurs, au passage, plus d'infinitif, c'est terminé aussi. Alors, pour dire j'aime travailler, bah, si vous voulez, l'idée, on dit j'aime le travail, quoi. Ce qui donnera j'ai travaillage, avec une simplification monstre du vocabulaire à la clé. Enfin, vous allez découvrir cela dans le cours. Voilà, juste, voilà. Disparition aussi d'un très grand nombre d'adjectifs grâce à un système intelligent de prépositions. Alors, je vais vous illustrer ça vite fait. Prenons les adjectifs relatifs à l'eau, comme aqueux, aquifère, humide, aquatique, hydraulique, tout ça. C'est compliqué, hein, savoir le sens. Il n'y a aucun lien entre leur forme dans le français actuel et leur sens. Eh bien là, tous ces adjectifs sont supprimés, et c'est pas plus long. Pour dire, alors eau, ce sera eau. Hein. Pour dire aqueux, ça veut dire qui contient de l'eau. Donc ce sera quienquo, qui, inc pour inclus. Quienquo, aqueux, quienquo, pas plus long. Hein. Qu'est-ce que vous avez donc aquatique, ça veut dire qui vit dans l'eau, donc qui vit vintuo. Humide, qu'entoure un peu d'eau. Ce qui se dira en fra, couriuo. Ça va, hein. Hydraulique, qui utilise de l'eau. Cutuo. Et voyons maintenant en quoi le fra réduirait l'illusion égotique dont j'ai parlé tout à l'heure, source de bien des mots. Eh bien, par exemple, en fra, déjà, il n'y a plus de verbe avoir, carrément. En fait, il est simplement remplacé par des termes plus précis. C'est quoi l'intérêt? C'est que justement, l'illusion égotique, je rappelle, ça vient d'un amalgame entre plusieurs sens du concept de avoir, en fait. Verbes plus précis qui ont, là encore, hein, vous avez l'habitude, été compactés pour l'occasion. Ainsi, on ne dira pas j'ai une bonne mémoire, mais, puisque la mémoire fait réellement partie de l'ego, enfin du vrai ego, hein, donc de moi, enfin mon esprit, tout ça, on dira j'inclus une bonne mémoire, ce qui dira, on fera j'inc mémoire bonne. Lorsqu'on est au restaurant, on ne dira pas j'ai une belle assiette, mais j'utilise une belle assiette. J'eus ta assiette belle. On ne dira pas j'ai une belle villa sur la côte que je loue l'été, mais j'ampe un villa belle sur la coste que je loue été. Donc ici, le verbe amp représentant la possession donc capitaliste. Voilà. Et vous verrez qu'il y a plein d'autres traductions possibles du verbe avoir dans le cours. Et également en fra, bien sûr, il n'y a plus de déterminant possessif. Matassa, nos voleurs, tout ça, vous oubliez. Ainsi, au restaurant, vous ne direz pas mon assiette, mais littéralement l'assiette que j'utilise, ce qui se dit en fra, l'assiette que jute. C'est pas plus long. Mon assiette, l'assiette que jute. Et notez l'intérêt de ça, c'est que non seulement il n'y a pas d'amalgame, mais qu'on indique en premier, non pas c'est à moi, mais la nature de l'objet dont on parle, ce qui est logique, ce qui est d'ailleurs conforme à la règle qui consiste à placer le nom avant l'adjectif. Et aussi, c'est pas fini, en fra, la plupart des noms désignant des personnes sont supprimés. Vous avez bien entendu. Alors évidemment, pourquoi? Pour supprimer ici le phénomène d'essentialisation. Ainsi, on ne dira pas un Français, mais un être humain, enfin, vous voyez, un élément inclus dans la nation française, puisque la nation française, c'est l'ensemble des Français. Donc on dira un quinx France. Donc voilà, ce n'était là que quelques traits marquants du FRA, en particulier par rapport à sa version précédente. Et donc je vous renvoie au cours complet, hein, au terme duquel en moins donc, de 3 heures, vous aurez une connaissance parfaite de cette nouvelle langue qui n'est pas n'importe laquelle quand même, hein, puisqu'il s'agit d'une langue réellement très performante, sans homonyme, parce que ça aussi ça a été réglé, vous allez voir. Une simplicité extrême, plus rationnelle aussi, ce qui permet une pensée plus juste, qui au pire vous permettra de prendre des notes plus rapidement. Et vous pourrez aussi d'ailleurs sur ce site participer à l'élaboration, hein, je vous rappelle, hein, démocratique, hein, de cette langue, enfin ucratique même d'ailleurs, bon.
Et bien sûr, vous vous amusez à la pratiquer à plusieurs, c'est plus drôle, hein, sur le forum, évidemment pour que ce soit une langue vivante. Sur ce, je vous dis, au revoyage.